Alors, on se retrouve aujourd'hui avec le collectif des marques Optic for Good pour traiter d'un sujet, un objectif du développement durable établi par l'ONU. Et on va parler de ce 12e objectif qui est la consommation et la production responsable. Et je pense que c'est un beau sujet à développer avec les marques présentes et labellisées Optic for Good. Donc, on va voir ensemble. Donc, on a Amici de Shelter, on a Florent de Frogs et on Bonjour. a Christophe de Netlooks. Et Bonjour. puis, il y a un intrus, Julien, qui m'aide dans tout ce travail Optic for Good, dans les audits surtout. Donc, et puis, ça va être notre timer pour être juste dans le temps. Donc, on va parler des solutions éco-responsables mises en place dans les entreprises, dans les marques qui sont présentes ici. Et je vais commencer par une première question. La première question est: quelles solutions ont été mises en place pour réduire votre impact environnemental et social aussi? Parce qu'il n'y a pas forcément que l'environnement dans votre entreprise. Donc, c'est une question, on dirait, un peu compliquée, mais j'en suis sûre, super intéressante au niveau des réponses. Donc, je vous écoute. Qui veut parler en premier? Quelle solution vous avez mis en place? Moi, je veux bien. Ah, voilà. Allez. Allez, c'est toi qui ouvre. Vas-y, on t'écoute. Donc, la réflexion est venue même avant la création de la marque. L'idée, c'était de partir d'un format qui existait déjà, c'est-à-dire la fabrication de montures, sans avoir une réflexion pure et dure de trouver des produits innovants pour avoir un impact environnemental plus performant. Moi, je suis vraiment parti de ce qui existait pour l'adapter. Donc, la première chose, ça a été sur un côté salarial. L'idée de débat a été de partir qu'avec des gens en freelance, au lieu d'intégrer des personnes en collaboration pure et dure, de telle manière à développer du télétravail en allant chercher le savoir-faire de chacun et en leur permettant de rester dans leur propre région. Ça, c'était la base. Donc, nous aussi, au sein de Frauds, il y a un collectif dans lequel il y a des designers, des fabricants, des communicants, mais chacun est spécialisé dans son domaine et est domicilié, travaille sur son domicile, mais pas du tout dans les mêmes régions. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je suis un ancien de l'industrie lunetière et je me suis rendu compte que particulièrement dans la fabrication des montures en acétate, il y avait un taux de déchets qui était juste hallucinant. Et donc, du coup, on a travaillé sur comment recycler les déchets industriels. Et aujourd'hui, on arrive à réutiliser 90% des déchets que l'on crée au niveau de la fabrication de nos montures. Cette réutilisation se fait aussi bien pour créer des univers de PLV ou de mise en avant du produit au sein des magasins que pour faire du colissage. Après, on a été aussi chercher tout ce qui est ingrédients qui composent l'acétate de cellulose. Et on a développé en partenariat avec un de nos fabricants des matières premières qui utilisent des colorants alimentaires et des liants alimentaires, donc sans rajouter soit de liants chimiques ou de colorants chimiques. Dernier point, on a travaillé sur le sourcing, de telle manière à optimiser au maximum la proximité des fabricants, la proximité des lieux de logistique, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un circuit court où la distance la plus lointaine est de 280 km. Quand on raisonne à l'échelle planétaire, comme ça se fait dans la lunetterie, c'est très très court. Et on a été jusqu'à il y a encore un an, on a délocalisé notre site de logistique qui était situé dans l'Eure en Normandie. On l'a délocalisé à la sortie de l'usine à Oyonnax, de telle manière à encore réduire nos émissions de CO2. Voilà, on a travaillé sur toute cette partie-là. Et il y a encore des choses à faire, mais tous les jours, on avance un peu plus loin. Oh, mais c'est déjà énorme et super, cette optimisation de tout ça. Bravo. Qui veut Merci. passer après? Écoute, moi, je veux bien. Oui.
Alors nous, du coup, pour raconter un petit peu l'histoire de Shelter et du développement durable, donc c'est un pilier vraiment pour la marque depuis le tout début, hein, depuis le lancement en 2013. C'est évidemment pas facile tous les jours, hein, parce que c'est des contraintes voilà, dans le développement, dans la manière de produire les produits, mais en tout cas, nous, on en est assez fiers, on n'est pas parfait, on a encore plein de choses à faire, mais on est assez content de ce qu'on a commencé à mettre en place. Donc, pour rentrer un peu dans le détail, d'abord, on fabrique en France. Et ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Je pense qu'il y a une question qui correspond à peu près à ce débat, mais la fabrication en France, pour une petite entreprise comme la nôtre, ça coûte très cher. Donc, c'est un vrai choix stratégique, mais ça permet de réduire les transports, ça permet d'avoir un bilan carbone qui est beaucoup moins élevé. Donc, on a choisi voilà, on est fabriqué dans le Jura. Après, nous, on a un lien, comme on fabrique principalement des montures en bois, on a un lien qui est assez facile avec le développement durable dans le sens où le bois, forcément, c'est un matériau écologique. C'est une matière qui demande zéro énergie pour se développer, puisque un arbre, ça pousse tout seul. Donc, ça consomme un peu d'énergie pour la transformation, mais c'est vraiment un matériau voilà, qui est assez peu polluant. Nous, quand on développe chaque nouveau produit, on fait très attention d'utiliser le moins de matières premières possible, sachant que en fait, notre process de fabrication, c'est d'avoir ce qu'on appelle un multipli, donc c'est des couches de plaquage qui sont collées les unes avec les autres. Notre plaquage, il est 100% naturel. Et on vient rajouter une toute petite partie de colle qui a été développée sans composés volatiles, etc. Et ce bois-là, on le récupère en fait sur la chaîne de production de notre partenaire qui s'appelle Marotte. Donc Marotte, c'est le leader du plaquage en France. Et en fait, eux, ils travaillent particulièrement sur des panneaux d'ébénisterie. Et ces panneaux-là, ils ont des problématiques de taille. Et donc parfois, il y a du plaquage qui ne peut pas être mis pour des problématiques de taille sur ces panneaux. Et donc, on le récupère. Voilà. Après, donc, on travaille avec du bois qui est évidemment certifié FSC et PEFC. Donc, ça veut dire que ça provient de forêts qui sont gérées durablement. Donc, ça veut dire que une forêt gérée durablement, ça veut dire qu'on replante intelligemment, qu'on coupe certains arbres, mais on ne rase pas la forêt d'un coup. Voilà, donc les forêts ont le temps de pousser, de se régénérer, etc. Et puis, toutes nos montures, elles sont enduites d'une huile 100% végétale. Oui. Et après, on a lancé deux partenariats. D'abord, le premier avec Écoterie. Donc, Écoterie, eux, s'occupent de replanter des arbres. On propose en fait à tous les clients qui viennent sur notre site internet de donner un tout petit peu plus d'argent pour pouvoir compenser en fait l'empreinte carbone de la production de la lunette. Et grâce à ça, on arrive à replanter des arbres. Et le deuxième programme qu'on a mis en place l'année dernière, c'est sur le recyclage des lunettes. En fait, on s'est quand même aperçu qu'il y avait énormément de gens qui avaient plusieurs paires de lunettes dans leur tiroir, qui dormaient ou qui étaient même jetés à la poubelle parfois. On trouvait ça super dommage et du coup, on a mis en place ce programme de recyclage qu'on s'est d'ailleurs appliqué à nous-mêmes puisqu'on a envoyé une partie de nos anciens stocks plutôt que de les brader. On a envoyé une partie du stock à une association qui s'appelle Medico et qui s'occupe donc de récupérer toutes les lunettes, que ce soit des lunettes de vue ou des lunettes de soleil, qui les trie, qui regarde celles qui sont utilisables, etc. et qui les envoie dans les pays qui en ont besoin. Ou en tout cas, qui les donne à des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des lunettes. Voilà. Donc en gros, c'est à peu près tout ce sur quoi on travaille aujourd'hui. On a plein d'autres choses dans le pipe dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce que voilà, rien n'est sûr. Mais en tout cas, ça fait partie des piliers de notre marque et dans chaque gamme qu'on développe ou dans chaque développement qu'on fait, on a vraiment à cœur de pousser toujours un peu plus loin. Bah oui, c'est déjà une belle lancée depuis avec tout ça. On essaye. Ah oui, non, c'est super. C'est en tout cas, rien qu'en entendant Florent et Amici, c'est inspirant. Enfin, moi j'adore vous écouter. Donc, je suis un public conquis, mais j'espère que ça inspirera d'autres. Mais toi, on n'a pas besoin de te convaincre. Non, parce que je vous avais déjà repéré et donc comme je vous suis depuis longtemps, je ne pouvais être que ravie de tout ce que vous développez et c'est génial. Si ça peut inspirer d'autres pour
voilà, faire le premier pas dans ça, c'est génial. Et puis surtout voir, parce qu'il n'y a pas que, il va pas avoir que des industriels qui vont nous regarder. J'espère qu'il y aura des opticiens pour pouvoir faire découvrir toutes vos solutions que vous avez développées, que c'est des solutions qui sont ancrées en vous. Ça fait partie de l'ADN de votre marque. Et aussi, j'espère qu'il y aura des consommateurs, des porteurs de lunettes qui découvriront votre marque via cet engagement-là, parce que c'est génial. Moi, je suis fière de porter des lunettes justement qui ont toute cette histoire-là derrière. Et Christophe, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes solutions éco-responsables que tu as mis en place chez Netlux? Ah, on t'entend pas. Que j'active le son. Est-ce qu'on m'entend? Voilà, génial. Bon, On est tout oui. Merci. Bah, un peu sur la même logique que ce qui a été dit précédemment, nous, notre premier geste éco-responsable, c'est le fait qu'on fabrique. On fabrique nous-mêmes. Donc, c'est sûr que ça a été un vrai engagement. Quand j'entends Missy dire qu'effectivement, fabriquer en France, c'est pas neutre, évidemment, c'est évidemment vrai. C'est pas neutre pour plein de raisons. Donc, c'est vrai que notre premier geste militant, c'était la volonté très tôt de fabriquer en France. Parce que ça nous permettait aussi de maintenir et de valoriser le savoir-faire de l'optique lunetterie en France. Et on est quand même, on le sait, un pays qui a un véritable savoir-faire reconnu mondialement sur le sujet. Donc c'était pour nous quelque chose d'important de maintenir ça en France. Ça nous permettait aussi de s'inscrire un peu dans tous ces acteurs qui participent à la réindustrialisation de la France. On voit dans plein de secteurs, finalement, plein d'entreprises qui finalement font le pari de la production française. On voulait aussi en faire partie, montrer que finalement c'est encore possible malgré le discours un peu pessimiste qu'on peut entendre dans d'autres secteurs. On voulait à tort ou à raison se dire que c'était encore possible. Force est de constater que ça l'est encore. On est encore là quelques années après. J'espère qu'on le sera encore là longtemps. C'était aussi une manière de limiter le bilan carbone. On est quand même sur une industrie où le mode de production, de distribution et de vente paye un lourd tribut pour l'environnement, quand on sait que la majeure partie quand même des produits sont fabriqués à l'autre bout du monde, traversent le monde au mieux en bateau, au pire en avion. C'est sûr qu'en termes de bilan carbone, de mémoire, une monture, ça doit avoir un bilan carbone autour de 4 kg CO2 quand elle vient de Chine. Une monture fabriquée en France, on est sur des ratios entre 500 voire 1000 fois moins, quoi. Donc c'était quelque chose d'important pour nous, le fait de fabriquer. Et puis ce qu'on voulait aussi, c'était fabriquer à la demande pour limiter la surproduction, limiter tout ce qui est gaspillage de ressources naturelles, limiter la surconsommation. On voulait vraiment inventer de manière un peu naïve, parce qu'on était naïf à cette époque, on ne venait pas de l'univers de la lunetterie, donc on était très naïf. On voulait inventer un modèle un peu différent, basé sur la fabrication à la demande, en se disant que finalement, ça avait beaucoup d'avantages un peu vertueux, la fabrication à la demande, sur la surproduction, la surconsommation, etc. On est très sensible à tous les impacts négatifs que peuvent avoir le fast fashion ou autre. Et ce qu'on voulait, c'était un peu repenser le modèle plutôt que de vendre 24, 36 ou 48 montures à un opticien sans trop se soucier de savoir s'il allait réussir à les vendre ou en combien de temps. On s'est dit, tiens, finalement, est-ce qu'on ne changerait pas un peu le modèle et est-ce qu'on ne lui permettrait pas de nous acheter nos montures que quand il les a vendues, ce qui nous paraissait la meilleure manière de ne pas surproduire et de respecter les matières naturelles qu'on utilise, qu'on fait de l'acétate, mais aussi de cellulose. On adorerait faire du bois, mais on ne sait pas encore faire. Donc, Amici, si elle a des conseils, on est preneur. Sur le sujet de la surproduction, un des autres piliers sur lesquels on s'est très tôt positionné, c'était le refus de la seconde paire, qui en fait est une institution dans le métier. Et en fait, nous, on s'est assez tôt inscrit en faux sur le sujet, parce que pour nous, ça nous semblait dévaloriser le travail de nos lunetiers. Voilà, j'allais te poser la question, quelle est ta vision justement sur cette deuxième paire-là au niveau éco-responsable? Et oui, je comprends tout à fait la raison dont tu… Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que pour moi, ça dévalorise le travail du lunetier. Dire à un lunetier qui a passé 4 heures à faire une monture, qu'en fait, cette monture, on va l'offrir parce qu'elle n'a pas de valeur. Moi, j'ai du mal à tenir ce genre de discours auprès de nos équipes.
Et puis globalement, de toute façon, ça rejoint aussi notre positionnement sur d'autres sujets. On en parlera peut-être sur la notion de PLV. C'est que globalement, je pense que tout ce qu'on offre n'a pas de valeur. Donc en fait, chez nous, Netflix, on offre systématiquement rien, mais parce qu'on essaye d'être dans des rapports justes et authentiques, donc on n'offre rien. Ce qui est compliqué hein, dans un métier qui a l'habitude où une culture beaucoup de choses soient gratuites. Voilà. Donc chez nous, c'est payant. Et quelque part, on cherche aussi à travers cette seconde paire qu'on ne fait pas à sensibiliser un peu les consommateurs et indirectement les opticiens sur les conséquences, donc ce que je disais tout à l'heure, du fast fashion. Mais en réponse à ça, on a développé quand même un certain nombre de services. C'est ce que j'aime à dire aux opticiens, c'est que la monture la plus écologique, finalement, c'est celle que le consommateur possède déjà. Donc, en fait, on a développé un certain nombre de solutions. Par exemple, on propose une garantie fabrication de 2 ans, un SAV à vie, c'est-à-dire qu'à vie, le porteur de lunettes Netflix pourra nous renvoyer sa monture, on lui réparera. Évidemment, c'est plus facile quand on est fabricant. Et on a mis en place un service qu'on appelle le Netflix Seconde Vie. C'est-à-dire qu'à tout moment, le consommateur peut nous renvoyer sa monture, on lui nettoie, on lui refait briller, on la rematifie si elle était matifiée, etc., etc. Donc ça, c'est toute la partie plutôt pourquoi pas de deuxième paire. Et juste un dernier petit exemple, c'est le sujet de la PLV. Quand on parlait de tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur et que chez Netflix, on n'offre rien, on est comme ça. La PLV, on la vend. Alors, elle a expliqué à un opticien qu'en fait, la PLV chez Netflix, elle est payante. C'est toujours des discussions qui sont intéressantes, mais finalement, ça amène les bons sujets. C'est que nous, on fait de la PLV payante parce qu'on pense que tout a de la valeur, dans la mesure où, en plus, la PLV qu'on propose, c'est une PLV, on y a mis un peu notre ADN, donc elle est réutilisable, elle est en bois NFC, elle rend l'opticien autonome. C'est plutôt que de lui fourguer 4000 flyers qui vont traîner dans un tiroir. Bah moi, je préfère lui dire que la PLV on va lui proposer, il va l'acheter, mais on va y avoir mis de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est une PLV qu'il va pouvoir réutiliser. Donc, on travaille beaucoup avec des petits chevalets en bois et on rend l'opticien autonome. Donc, on lui donne un accès à un espace numérique dans lequel il peut télécharger lui-même toute sa PLV, l'imprimer par lui-même chez lui ou avec un de ses imprimeurs locaux. Donc, on l'amène petit à petit, en fait, avec cet exemple qui paraît assez simpliste, mais qui est assez symptomatique, en fait, du fonctionnement de cet univers autour de la PLV. Mais je ne vous cache pas que ça n'a pas toujours été facile de faire comprendre que nous, on n'offrait pas la PLV. Voilà. Juste avec un regard consommateur, je pense qu'en effet, on est mal élevé. C'est-à-dire que dès qu'on voit un truc gratuit, nous, on fonce. Donc voilà, je pense que ça n'aide pas effectivement les discussions sur la seconde paire. Maintenant qu'on a un mode de consommation différent, voilà, on est peu à se dire qu'on ne va acheter que ce dont on a besoin. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire chez les consommateurs aussi. Oui, puis je pense que globalement, les mentalités changent. C'est que de plus en plus, en fait, alors est-ce que c'est les effets du confinement et de la situation sanitaire qui a des prises de conscience ou pas, ou est-ce que c'est plus profond? J'espère que c'est plus profond. Mais globalement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'acheteurs qui finalement mettent un sens nouveau dans leur achat et commencent à être sensibles à finalement plus que le produit, c'est quelle histoire le produit raconte, qu'est-ce qui se cache derrière le produit, l'origine de fabrication, les matériaux utilisés, l'histoire de l'entreprise, ses engagements, etc. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on est peu à faire ce genre de pari, mais que petit à petit, avec la prise en compte, avec la prise de conscience des consommateurs, on aura de plus en plus d'entreprises qui, même si elles n'y viennent pas parce qu'elles ont envie de défendre leurs valeurs de manière congruente, même si elles y viennent par opportunité de marché, et ben petit à petit, comme un peu les effets colibri, petit à petit, finalement, les mentalités vont évoluer et voilà, on pourra montrer que c'est possible. Tout à fait. La difficulté aujourd'hui qu'ont les marques comme les nôtres, oui, c'est qu'aujourd'hui, quand on est dans des magasins, je vais vous dire assez lambda, sans être négatif ou avec des préjugés dans ce que j'utilise dans le terme lambda, c'est-à-dire pas dans des magasins 100% spécialisés dans des marques comme les nôtres, des magasins, on va dire, généralistes. Nos marques, dans le meilleur des cas, vont représenter 5 à 10% de leur exposition. Et donc, ils ne vont jamais parler à leurs clients de tout ce que nous, on fait sur l'environnement. Parce que ça veut dire qu'ils sont obligés de dévaloriser les 90% des autres marques exposées. Mais tu sais, ça, je le vis au quotidien et j'en suis conscient.
Tu sais, Florent, avec ce qui va se passer avec Optic for Good et ce qui se trame un peu derrière, et je ne peux pas encore en parler, ça va changer. Non, j'espère bien. Mais aujourd'hui, en tout cas, Mais- Et aujourd'hui, c'est moi, un peu j'ajoute... quand même. Pardon, vas-y, termine. Non, c'est bon, je terminais. Vas-y. Non, moi, j'ajouterais aussi que la difficulté pour des marques comme nous, alors tu le dis très justement, Florent, que on est, enfin, toutes les actions qu'on fait aujourd'hui, c'est difficile d'en parler et de communiquer dessus. C'est difficile pour le client d'y avoir accès. Mais l'autre problématique aussi, c'est qu'il y a énormément de greenwashing. Donc, tu as beaucoup de marques qui racontent n'importe quoi, qui disent « nous, on est made in France », alors qu'en fait, tu as peut-être une vis qui est assemblée en France et tout le reste vient directement de la Chine. Et du coup, je pense que le consommateur, lui, a vraiment du mal à s'y retrouver, parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, c'est impossible à tracer. Et donc, c'est vrai que Optic for Good, je pense, va faire beaucoup de bien là-dedans sur ce sujet. Mais je trouve que c'est pas facile voilà, de se démarquer, de dire nous, ce qu'on raconte, c'est vrai, et on n'en raconte pas plus que ce qu'on fait. Voilà, on n'essaye pas d'enjoliver plus le reste, quoi. Et ça, c'est pas facile. Et on je est le vis. tributaire d'un intermédiaire. Vas-y. Ouais, d'accord. On est tributaire d'un intermédiaire qui, qu'on le veuille ou pas, quand il est en face à face clientèle, on n'est pas là. On n'est pas là. Donc, ouais, on est d'accord. Et je rejoins ce que vous disiez sur vos raisons de participer au Made in France. Ça fait du bien aussi de se confronter au consommateur final et de pouvoir enfin s'adresser directement à lui pour sentir un peu l'amour qu'ils peuvent avoir pour des marques qui finalement grimpent la montagne tout seul, quoi. Ouais, alors c'est vrai que nous, on a vu notamment beaucoup post-confinement, parce qu'on a énormément communiqué sur le Made in France pendant le confinement, et on a vu post-confinement quand même pas mal d'opticiens commencer à changer de mentalité, s'intéresser de plus en plus à tout ce qu'on faisait, au-delà du Made in France, à toute la partie développement durable, de plus en plus d'opticiens aussi green, qui nous disent maintenant, moi, je ne vends plus que des lunettes Made in France, etc., qui nous ont appelés ou avec lesquels on a communiqué. Donc, je pense qu'il y a quand même une mouvance qui s'installe petit à petit, très lentement, trop lentement, mais qui est là et qui sera certainement, qui va émerger dans les années à venir. Et nous, on l'a bien vu, hein, le confinement, ça a eu un vrai effet sur les consommateurs finaux comme sur les opticiens. En tout cas, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur le sujet. Le problème, c'est que pour le coup, l'opticien, il vient par opportunisme. C'est pas comme si, parce qu'il n'a pas forcément une prise de conscience, je trouve, hein, je parle pour moi. Oui. Il n'a pas forcément une prise de conscience, mais il a été de plus en plus confronté à des clients qui lui demandaient est-ce que vous avez des montures produites localement, ou, etc., etc. Donc je pense que le travail est à demi fait. Ça serait bien que la prise de conscience vienne aussi de l'opticien, parce que c'est aujourd'hui elle va venir parce Oui, ça va venir. Christophe, elle va venir parce que l'opticien, avant d'être opticien, c'est un homme ou une femme et il est consommateur ou consommatrice. Tout à fait. C'est bien. Mm-mm. Je loue votre optimisme. Par rapport à tout ce que vous avez dit, des fois, il y a la réponse à cette question-là qui a été faite, mais est-ce que c'est facile de s'y mettre? Tout le monde va me dire Non. non. Un non collégial. Je n'irai pas jusque-là, moi. Non, mais en fait, c'est le premier pas qui va… J'irai pas jusque-là parce que ça dépend si on le fait avec un objectif professionnel ou si on avait déjà cette démarche-là personnellement. Je vois ce que tu veux dire. C'est dans ma philosophie, dans mon état d'esprit. Alors, je ne dis pas que ça ne l'est pas pour les autres, hein, mais du coup, la difficulté, elle est beaucoup moins mesurable parce qu'en le faisant aussi dans le perso, on a, cette sensation de difficulté, elle est un peu atténuée, quoi. Et par contre, là où c'est très difficile, c'est d'emmener avec nous des partenaires qui ne sont pas dans cette philosophie-là. Que ce soit des partenaires clients comme des partenaires fournisseurs. Alors là, c'est un casse-tête chinois. Moi, Carole, tu peux faire un copier-coller de ce qu'a dit Florent. Tout pareil. Oui. Moi, je nuancerais certaines choses. Alors, je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est pas facile d'entraîner tout le monde sur ce terrain-là. Il y a quand même, je trouve, certains points du développement durable, et notamment le Made in France, on en a parlé tout à l'heure, mais je vais revenir rapidement dessus, qui pour moi sont, même si c'est une vraie croyance, c'est une vraie conviction qu'on a depuis le début, s'y mettre, en fait, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que, et j'avais écrit un article, Carole, pour toi, pour ton site sur le sujet,
Nous, on est une petite start-up, hein, on est encore pas très gros. Donc, on a bien évidemment, comme toutes les start-up, on n'a pas des milliers des cents à dépenser pour la production. Et le choix du Made in France, c'est un choix qui est hyper impactant pour l'entreprise parce que c'est tout simplement un choix de rentabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre lunette, si on la faisait en Chine ou même en Italie, elle pourrait nous coûter 10 fois moins cher. Et 10 fois moins cher, alors on n'aura jamais la même qualité, c'est sûr, c'est que le Made in France, c'est un gage de qualité, hein, traçabilité, c'est absolument indéniable. Mais il n'empêche que pour une petite entreprise comme nous, c'est un choix très impactant et c'est un choix qui est au centre vraiment de toute la décision aujourd'hui de nos rentabilités, enfin donc de l'argent qu'on peut réinvestir ailleurs, etc. Donc, pour moi, est-ce que c'est facile de s'y mettre? En tout cas, sur ce sujet-là, non. Parce que ça demande des sacrifices quand on a plein d'autres choses dans lesquelles on veut investir, la communication, pour se faire connaître, les frais quotidiens, les photos, etc. etc. Et voilà, non, en fait, il faut qu'on paye nos artisans luthiers, qui coûtent beaucoup plus cher, encore une fois, que si on s'était fabriqué ailleurs. Après, on est ravis de l'avoir fait, on y croit à fond. Comme le disait tout à l'heure Christophe, c'est le fait de soutenir aussi l'industrie française, de pouvoir continuer d'une certaine manière le savoir-faire en France. Ça, c'est des convictions qu'on avait voilà, depuis tout le lancement de Shelter et sur lequel on ne veut vraiment pas déroger. Mais je trouve qu'il y a des sujets sur lesquels c'est pas si simple que ça. Sur le côté financier, je rentre complètement en phase avec ce que tu dis. Merci Florent. D'un point de vue consommateur sur le prix, je pense qu'il y a aussi les mentalités qui changent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles qui disent que les Français sont prêts à payer plus cher du Made in France, etc. Mais je pense que le sujet, il n'est pas tant de payer plus cher parce que c'est du Made in France, mais de payer le juste prix. Et si on arrive à justifier le prix, je pense qu'il y a l'obstacle est déjà partiellement passé. Mais effectivement, il faut travailler sur les raisons d'un prix élevé, etc., pour que le consommateur comprenne le prix et qu'il ne soit pas justement à comparer une monture lambda avec ça et se dire, oh là, ou de demander à ses mutuelles pourquoi elles ne remboursent pas, quoi. Enfin, voilà. Justement, à ce sujet-là, le législateur nous aide énormément avec les évolutions qu'il fait sur les remboursements. Parce que l'écart est encore plus important. On ne va pas rentrer dans ce débat. Non, c'était juste la parenthèse. Parce que du coup, l'écart est encore plus important avec nos homologues qui viennent de l'autre bout de la planète. Oui. Et du coup, la question suivante, c'est assez logique par rapport à ce qu'on dit, c'est quel bénéfice en avez-vous tiré? C'est vrai que si personnellement on est déjà engagé, le bénéfice, il est aussi bien personnel que professionnel. Mais est-ce qu'il y a eu des changements particuliers du fait de développer cette partie-là? Voilà, quel bénéfice vous en avez tiré autre? Moi, titre personnel avec ma famille, donc ma femme et mon fils, oui. Ça nous a encore plus poussé dans le fait d'être dans du 100% homemade, de recyclage, de tendre vers du zéro déchet, les familles soi-disant déchets. Alors, voilà, nous, on n'y est pas encore, mais je pense qu'on a fait des gros progrès. Et donc, voilà, donc je pense qu'il y a une satisfaction naturel, que ce soit professionnel comme personnel, sur l'impact, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas sur l'engagement humain que l'on met à faire que les générations suivantes puissent peut-être trouver la planète en meilleur état que celle que nous on a trouvée pour ceux qui sont nés dans les années 70, 80 ou autres. Christophe, quel bénéfice tu en as tiré de cet engagement-là depuis que tu as créé Netlux? J'aurais envie de dire tout pareil que Florent, mais bon, ça serait pas très original. Donc, mais je me retrouve beaucoup dans le choix des mots. Alors, pour compléter les sages paroles de Florent, moi, j'y mettrais un bénéfice presque un peu égoïste de fierté. Fierté de faire un beau produit, quoi. Ce qu'Amici disait tout à l'heure sur le fait de fabriquer en Chine, ou en tout cas dans ces pays-là, on s'est évidemment posé la question, pas pour le faire, mais pour se dire, OK, c'est quoi la différence? Et c'est sûr que fabriquer là-bas, on fait x5, x10, enfin, ça coûte 5 à 10 fois moins cher. Aujourd'hui, nous, dans le prix de la monture, évidemment, ce qui est le plus important, c'est le salaire des artisans qui travaillent dessus.
Et qui dit acheter 10 fois moins cher, dit faire des marges plus significatives. Mais on s'est dit, mais à quoi bon en fait fabriquer un produit ou vendre un produit dont on ne serait pas fier, quoi. Et effectivement, par congruence, de par des engagements plus personnels pour le coup, et même vis-à-vis de l'image, moi personnellement, que je peux donner à mes enfants, j'ai 3 enfants en bas âge, et voilà, j'avais envie de leur donner un bel exemple, quoi. Donc c'est pour ça que je dis, il y a un côté un peu égoïste quelque part, d'être fier de ce que papa y fait, voilà. Et l'autre côté, c'est, alors là, ça peut être un peu utopiste, mais c'est, moi, je sais qu'il y a plein d'entreprises qui m'inspirent beaucoup, qui font des belles choses, des belles entreprises comme, je sais pas, Veja, le slip français, ou Patagonia, ou dans d'autres secteurs, d'entreprises voilà, qui sont inspirantes parce qu'ils montrent qu'on peut on peut se revendiquer de l'ESS et en même temps, pas oublier le E dans ESS, c'est-à-dire l'économie. On peut faire une belle entreprise rentable sans s'asseoir sur ses valeurs. Aujourd'hui, je me dis, voilà, moi, j'aimerais m'inscrire dans ce genre de sillage et pourquoi pas un jour être vu comme un exemple inspirant pour d'autres entrepreneurs qui se disent c'est possible en fait. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire pour compléter ce qu'a brillamment dit Florent avant moi. Ah, mais c'est super. Ah, mais ici, est-ce que tu as eu des bénéfices depuis que tu es chez Shelter, personnellement? Écoute, oui, alors moi et puis toute l'équipe surtout. Donc je suis évidemment d'accord avec ce que vous venez de dire. Après, c'est vrai que nous dans l'équipe, voilà, on était à des niveaux différents d'intérêt, on va dire, pour le développement durable. Je pense que ce qu'on en a retiré chacun, c'est que c'était une prise de conscience de l'importance de chaque geste, même les plus petits. Donc, il n'y a pas un geste qui est nul, quoi. Enfin, tout a un intérêt, même si c'est un petit geste. Et l'autre intérêt, je dirais, c'est qu'on a été forcé d'une certaine manière de creuser. Donc, de dire, en fait, il y a quoi vraiment derrière le développement durable? De quoi on parle? Parce que le développement durable, c'est un terme qui est assez galvaudé aujourd'hui. Tout le monde parle de développement durable en mettant un peu tout et n'importe quoi derrière. Et voilà, en se disant, dans chaque étape de la production, qu'est-ce qu'on peut faire? Et quand on veut le faire, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et en fait, on s'est rendu compte plein de choses. On s'est rendu compte qu'il y avait tout qui était beaucoup plus facile à faire que prévu, d'autres qui étaient beaucoup plus compliqués à faire. Et voilà, donc on a encore plein de pistes d'amélioration. Mais voilà, je pense qu'au quotidien, pour toute l'équipe, ça a été un peu une prise de conscience de tout ça. Et quel conseil tu pourrais donner à une entreprise ou alors à un consommateur, ou même quel conseil tu donnerais à une entreprise et quel conseil tu donnerais à un consommateur justement pour avoir une consommation responsable? Quel est le conseil que tu pourrais leur donner? Écoute, moi j'ai envie de dire là comme ça que chaque petit geste compte. Donc, ça ne sert à rien de voir directement trop grand et puis en fait, de s'épuiser d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la vie personnelle ou la vie professionnelle, parce qu'on a voulu voir trop grand et qu'en fait, on n'y arrive pas, du coup, on est découragé. Je donne un exemple ici, c'est que moi, quand je suis arrivée chez Shelter, tout de suite, je me suis dit, tiens, on va faire un bilan carbone de l'entreprise. Et un bilan carbone, c'est très compliqué, ça coûte cher. Et on n'avait pas les moyens. Donc, j'ai essayé par tous les moyens de trouver une solution pour avoir un bilan carbone gratos. et en fait, je me suis aperçue que je visais trop, quoi. Je visais trop pour le début. J'espère qu'on sera capable de le faire un jour. Mais qu'il y avait plein d'autres choses qu'on pouvait faire avant. Plein de plus petites choses, néanmoins, qui ont toute leur importance et qu'on pouvait les faire, qu'on n'avait pas besoin d'accéder directement par le bilan carbone. Donc voilà, donc ça serait ça, moi, mon conseil pour ceux qui veulent s'y mettre. Super. Les garçons, est-ce que vous avez… Je vais laisser parler Christophe, comme ça il ne pourra pas dire Voilà, pareil. voilà, Christophe. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais me permettre de prendre la parole. J'allais me permettre de prendre la parole. Alors, un conseil… c'est compliqué de donner un conseil sans paraître un peu péremptoire sur le sujet. Moi, je dirais, voilà, l'idée, c'est plutôt de se mettre en chemin. Moi, en fait, quand tu as posé cette question, je me suis dit, ça me faisait penser à ma grand-mère petite qui me disait « Tout long voyage commence par un premier pas ». Et en fait, l'idée, c'est un peu ça. C'est finalement, qu'importe la destination, ce qui compte, c'est plutôt le voyage, quoi.
Et je rejoins complètement ce qu'a dit Amicis, que c'est rigolo, j'avais cette discussion aujourd'hui, quand je voulais calculer le bilan de carbone de notre monture, c'est facile de trouver que celles qui viennent de Chine, elles font 4 kilos, mais en fait, dès qu'on commence à vouloir rentrer de manière un peu sérieuse sur le sujet de ce qu'on fait en France, c'est d'une complexité folle. Donc, complètement d'accord, des fois, il ne faut pas forcément viser trop loin, surtout que, en fait, je trouve que ce qui est important de comprendre, et ça on s'en rend compte plutôt quand on commence à voyager, c'est que le fait d'agir en pensant à long terme exige souvent des investissements à court terme qu'on n'a pas toujours la capacité de faire, et c'est souvent des arbitrages qui sont compliqués à faire encore plus au début quand on crée une entreprise. Donc cette vision à long terme amène des contradictions à court terme. C'est complexe des fois. Donc le conseil, ça serait voilà, mettez-vous en chemin, faites un premier pas, un pas après l'autre, et puis je pense aussi de se rappeler pourquoi on le fait, quoi. Pourquoi on se décide de se mettre sur ce chemin. Parce que je pense que globalement, mais c'est peut-être ma naïveté qui parle, c'est que je pense que globalement, les gens, ils achètent pas tant ce qu'on fait, mais plus pourquoi on le fait. En tout cas, j'espère qu'un jour, on arrivera à ça, quoi. Les gens achèteront plus le pourquoi on fait ce produit, pourquoi on a décidé de faire ce produit, plutôt que ce produit en tant que tel. Voilà. À toi, Ouais, Florent. je vais essayer de résumer un peu ce que vous avez dit tous les deux en fin de compte. Alors, tu vas dire comme Christophe, tu vas dire. Non, non, parce que je vais le dire avec mes mots. Et moi, je n'irai pas jusqu'à donner un. Enfin, vous ne l'avez pas fait non plus, mais je n'irai pas jusqu'à donner un conseil. Pour moi, la première chose, c'est on en a envie. La deuxième chose, on y croit. La troisième chose, on le vit. Et tout ça, ce sont des étapes. Et comme l'ont dit aussi bien Merci que Christophe, eh ben, ce sont des étapes. Voilà. Tout à fait. C'était la parole du sage. Et puis des fois, il faut savoir faire un peu des compromis, quoi. Moi, par exemple, je prends l'exemple de la matière. Ok, on fait de l'acétate, mais quand on regarde ce qu'il y a à part de la cellulose de coton, on se dit ok, comment on pourrait aller challenger un peu ça. En fait, c'est pas facile des fois de se dire ok, on arrête l'acétate, on passe sur du bioacétate, mais dès qu'on commence à faire un peu de test ou qu'on regarde un petit peu les logistiques fournisseurs, c'est pas simple. Ou même un choix de fournisseur. Quand on achète une machine et qu'en fait on se rend compte qu'il n'y a pas un seul industriel en Europe qui est capable de faire telle ou telle machine, je pense à des machines de riftage ou autres, un peu sophistiquées. En fait, c'est compliqué de se dire, OK, est-ce que je fais venir une machine qui pèse 400 kilos et qui vient de l'autre bout du monde, ou est-ce que je trouve une solution intermédiaire locale. Des fois, voilà, on est obligé de faire des arbitrages qui sont pas simples, quoi. Oui, c'est comme pardon. Tu as aussi un truc qui a été légèrement évoqué tout à l'heure, mais c'est la sincérité de la démarche. Oui. Il y a des gens, et là je vais rebondir non pas en interne de notre profession parce que j'ai pas envie de casser du sucre, mais je vais aller vers l'extérieur. Si tu parles, on a compris. En allant vers l'extérieur, il y a des fournisseurs de matières qui te disent, voilà, moi j'utilise un matériau qui est complètement noble, qui est issu de la culture, etc. Et en fin de compte, c'est la même problématique que sur l'acétate de cellulose, où pour arriver à une matière finale qui est utilisable par des lunetiers, on rajoute des solvants, de la colle, et en fin de compte, la matière, elle est absolument pas dans notre philosophie, quoi. Et c'est une belle introduction sur un article qui sortira très bientôt sur la matière et les polymères, avec l'intervention de scientifiques qui donneront leur avis sur tout ça. Et voilà, c'était la petite parenthèse que tu as tendu une perche sur ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et si je pouvais aussi, juste en petite conclusion, parce que je pense qu'on a un peu tous pris par le temps, oui. Conclusion en tout cas qui me concerne, c'est pour des marques concurrentes, j'aime pas ce terme-là, mais des marques amies, on va dire, qui auraient envie de venir rentrer dans ce style de fabrication, de commercialisation, etc. Réellement, il n'y a qu'un truc qui marche, les effets de manche, marketing ou autre, il faut les oublier. Il faut se jeter dedans, il faut y croire, il faut le faire à fond, mais juste dire j'ai ça parce que j'ai dit que je l'avais, ça ne sert à rien. C'est dans l'ADN de la marque. On voit tout de suite les marques sincères parce que c'est dans l'ADN même. On a beau faire après des effets de style, non, au bout d'un moment… Ça sonne faux.
Sonfo. Et puis, je suis là pour ça, pour vous mettre en avant sur ce point-là. Donc, comme ça, vous n'avez pas à le faire. Moi, je fais à votre place avec plaisir, parce que c'est Moi, je pareil. vais modérer un peu. Moi, je vais modérer un peu. Je trouve que les effets d'annonce, ça marche à court terme. Si Oui, le succès, on veut l'avoir à court terme, ça marche. Si en fait, on veut un succès durable, il faut être honnête. Il faut être dans l'authenticité. Je suis arrivé. Voilà. c'est un On ne fait pas une marque avec des effets d'annonce, ça c'est sûr. Ouais, Oui. c'est clair. Non, non, c'est quelque chose qui est ancré en nous, qu'on développe ça, on y croit. Et non, c'est super. Et voilà, je vous ai réunis aujourd'hui pour cette vidéo. C'est pour... vous me dites tellement de choses quand je vous rencontre que j'avais envie de partager ce que vous me dites avec les autres. Parce que même avec mes mots, ça tourne toujours dans le même sens, dans le même... voilà, ça fait toujours les mêmes Non, textes. Mais on n'arrive pas à retranscrire ça. Puis nous trois, on ne se connaît pas, c'est un moyen de se connaître aussi. Ouais. Oui, et c'est ça que je voulais. C'est vous faire partager avec tout le monde, que ce soit même le consommateur, l'opticien ou d'autres marques, ce côté inspirant, parce qu'à chaque fois que je parle avec vous, c'est hyper inspirant. Tout de suite, on est reboosté, et puis c'est bon. Moi, j'ai toujours un côté bisounours. Je vois que je ne suis plus la seule à avoir ce côté bisounours, mais c'est notre ADN qui fait que on construit la marque comme ça. Et donc, je suis super contente de ces échanges. Je suis super contente de vos réponses. Merci beaucoup. J'espère que ça inspirera autant d'autres personnes que moi, ça m'inspire. Et puis, merci. Et à très bientôt pour d'autres rendez-vous tous ensemble. De nouvelles aventures. Exactement. Merci Carole. Merci, Avec Carole. plaisir. À bientôt. Merci pour ce que tu tout le monde. fais. À bientôt. Merci à vous.